avons commémoré, chers téléspectateurs, ces dernières semaines, les événements qui ont marqué la fin de l'Algérie française et de la guerre d'Algérie, et qui font toujours débat, comme vous avez pu le remarquer, sur fond de culpabilisation, évidemment, de la partie française. Mais le débat a le mérite au moins d'être ouvert. Déjà, depuis plusieurs années, un certain nombre d'historiens ont entrepris une relecture véritablement scientifique de la guerre d'Algérie. Je pense à Guy Pervilliers, à Daniel Lefebvre, je pense à Roger Vétillard, par exemple, et également avec eux, notre ami Jean Monneret, que vous avez vu à plusieurs reprises au cours de notre émission. Il était venu il y a 2 mois parler avec moi des accords d'Évian, toujours à propos de ce 60e anniversaire. Et je l'ai invité aujourd'hui pour évoquer un événement que nous allons commémorer dans quelques jours, puisqu'il s'agit, le 26 mars 1962, de la fusillade de la rue d'Isly, qui a été l'un des épisodes les plus dramatiques de ces derniers jours de l'Algérie française. Jean Monneret est particulièrement bien disposé pour évoquer cela avec nous, puisqu'il a consacré une thèse à la fin de l'Algérie française aux événements des 6 premiers mois de 1962, et il a également, aux éditions de l'Harmattan, réalisé un ouvrage, une synthèse, un dossier, intitulé « Une ténébreuse affaire, la fusillade du 26 mars 62 à Alger ». Donc il était vraiment l'homme de la situation pour venir nous parler de cet épisode dramatique de l'année 62 qui a été riche en un épisode de ce genre, malheureusement. Alors, Jean Monneret, avant d'en venir à cet épisode bien précis du 26 mars 62, je voudrais signaler aussi, à propos de la guerre d'Algérie, la sortie il y a quelques jours du nouveau livre d'Henri et Christian Giraud, Algérie, le piège gaulliste, histoire secrète de l'indépendance. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Perrin. Henri Christian Giraud, il a été rédacteur en chef du Figaro Magazine, il a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur les liens entre le général de Gaulle et le parti communiste, et il nous démontre au cours de cet ouvrage que dès 1958, en fait, le général de Gaulle avait envisagé le retrait de la France d'Algérie, qu'il considérait comme un boulet, car cette guerre, en fait, interdisait à la France de jouer de nouveau le rôle qu'il ambitionnait pour elle sur le plan international. Alors c'est un livre très intéressant avec des révélations de tout premier ordre. Il évoque notamment la fameuse affaire Sissala, quand le général de Gaulle n'a pas donné suite aux perspectives qu'ouvrait le ralliement d'un chef important du FLN. C'est un ouvrage qui, en tout cas, vient éclairer le débat concernant cet épisode, ce moment dramatique de notre histoire française. Toujours dans ce contexte guerre d'Algérie, je vous signale, je l'avais déjà fait d'ailleurs quand Jean Monneret était venu il y a 2 mois, je vous signale le bulletin de l'Adimad Maraf. Maraf, c'est la mémoire des résistants de l'Algérie française, qui entretient en quelque sorte le souvenir de ceux qui se sont engagés pour le maintien de cette Algérie française en 1962 et qui sont les grands oubliés souvent de cette histoire, quand ils ne sont pas outrancièrement calomniés, désignés comme des fascistes, etc., comme des criminels. Et ce bulletin de l'Adimad Maraf, je vous lis simplement la présentation du dernier numéro. 1962, accord d'Évian, 2018, pacte de Marrakech sur les migrations, 2022, élection présidentielle de la dernière chance, plus de 60 ans de trahison de nos valeurs
civilisationnelle et de livraison de nos territoires à l'étranger démontre que notre combat d'hier est plus que jamais d'actualité. Voilà le programme donc de cette association. Alors je vous signale donc ce bulletin, vous pouvez vous le procurer en la contactant à l'adresse suivante, Adimad Mraf, qui est domicilié à la boîte postale numéro 8, 76 280 Gonneville-la-Mallet, en Normandie, en Seine-Maritime, avec un mail adimadmraf@yahoo.com. Je vous recommande vivement ce bulletin qui fait vivre la mémoire des combattants de l'Algérie française. Ce fut un combat perdu, mais à beaucoup d'égards, un combat exemplaire, en tout cas qui a manifesté à une époque d'abandon généralisé et de large soulagement, qui a manifesté le courage de quelques-uns. Alors maintenant, revenons-en à l'événement du 26 mars 62 à Alger, donc cette fusillade de la rue d'Isly. Alors Jean Monneret, d'abord, je vais vous demander de nous rappeler quel est le contexte général de la situation. Hein. Nous sommes là le 26 mars, nous sommes une semaine après la signature des accords d'Évian, ce qui a eu évidemment en Algérie les échos que l'on imagine. Il faut comprendre que, vous avez bien fait de rappeler le 19 mars, parce qu'il faut comprendre qu'avec la signature des accords d'Évian, on entre dans une période intermédiaire provisoire, qui va donc de la signature du 19 mars à l'indépendance. L'indépendance devant être consacrée, c'est ce qui avait été prévu, par un référendum du peuple algérien. Ceci aura lieu au début du mois de juillet. Le référendum aura lieu le 2 juillet dans des conditions qui n'auront rien de démocratique, puisque le FLN avait tout en main. Hein. Donc l'issue du référendum était connue d'avance, ce ne fut qu'une formalité. Mais à partir de là, le gouvernement français reconnaît, le 3 juillet, reconnaît le résultat de ce référendum et donc l'indépendance de l'Algérie. Et à partir de ce moment-là, nous sommes avec un nouveau pays qui s'appelle l'Algérie et qui a un statut international. Oui. Mais il y avait également un référendum qui a été prévu en métropole pour accepter les accords d'Évian. Mais qui n'avait eu lieu d'ailleurs qu'en métropole. C'était au mois de, je crois, si je ne dis pas de sottise, ça devait être au mois d'avril 61. Oui. Donc le général de Gaulle avait fait approuver sa politique algérienne par référendum. Avec une question qui était un peu obscure, ambiguë, etc., comme d'habitude. Mais néanmoins, il avait été, sa politique avait été approuvée. Il avait reçu la caution. Sauf que les Algériens, eux, alors qu'ils étaient concernés, quand je dis Algériens, je veux dire les habitants de l'Algérie, eux n'avaient pas été consultés. Enfin, revenons-en au 19 mars. Donc, on ouvre cette période intermédiaire qui va mener à l'indépendance. Alors il faut bien comprendre deux choses. Un, c'est qu'il va y avoir une évolution de la situation générale en Algérie, et ceci à deux points de vue. D'abord, théoriquement, au terme des accords, va se créer un exécutif provisoire composé à part égale d'Européens et de musulmans, qui vont avoir comme tâche de mener l'Algérie au référendum. En même temps, une force militaire, appelée la force de l'ordre, localement on l'appellera plutôt la force locale, mais de 40 000 hommes, est mise à la disposition de cet exécutif provisoire. Mais ceci a eu son importance dans les semaines qui ont suivi. Mais ceci n'a pas, je voulais le préciser d'emblée, parce que cette erreur est parfois commise, ceci n'a rien à voir, ce dont nous allons parler, la fusillade du 26 mars, elle n'a rien à voir avec l'exécutif provisoire, lequel n'est entré en fonction et n'a commencé véritablement à agir que le 7 avril. Donc ce qui se passe le 26 mars
relève exclusivement pour le maintien de l'ordre. De l'autorité française. De l'autorité française. Donc, l'autorité de police, préfet de police, et bien entendu l'autorité militaire. En l'occurrence, il va y avoir le géné super, qui est le général Ayré, qui commande, je vais parler de son rôle dans un instant. Il y a également celui qui commande il ne faut pas que je me trompe dans les sigles, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a le comité, pas le comité, enfin, le CSA, c'est-à-dire, non, le CS, c'est Alger Sahel, et puis, le commandement. Et le CSA, ouais. C'est le sud-algérois, commandement, oui, c'est ça, commandement sud-algérois. On se trompe facilement, et pourtant le sud-algérois est concerné aussi, parce que nous verrons que le régiment qui a tiré sur la foule pied noir venait justement du sud-algérois, il venait de Berrouakia. Le régiment de tirailleurs. Tirailleurs, c'est le 4e RT. 4e RT. Je vais expliquer tout ça après. Donc, le maintien... Il y a également, pour compléter le tableau, il y a également un délégué général de la France en Algérie, qui à l'époque est M. Christian Fouché. Et c'est lui qui représente, au-dessus du préfet de police, il représente en somme l'État français. L'État français, oui. Et il est installé au Rocher Noir. Voilà, au Rocher Noir. Et alors il a eu l'occasion de dire, parce qu'il a écrit ses mémoires aussi, il a eu l'occasion de dire qu'au terme des accords d'Évian, il était prévu que la responsabilité du maintien de l'ordre, y compris quand il y aurait les troupes exécutives provisoires, la force locale, etc., resterait toujours en dernier ressort au délégué général. Bref, cela veut dire, pourquoi est-ce que je fais ce développement? C'est pour expliquer que ce qui s'est passé rue d'Isly le 26 mars concerne entièrement l'autorité française, tant civile que militaire. Je rappelle que donc Christian Fouché avait dit le maintien de l'ordre était toujours en dernier ressort de ma responsabilité. Il avait ajouté d'ailleurs, comme toujours en matière de maintien de l'ordre. Donc il revendiquait une responsabilité pour lui, mais aussi éventuellement pour ses prédécesseurs. Alors que se passe-t-il? Si on veut bien comprendre la situation qui est créée à Alger par les accords d'Évian, je me limite à Alger, hein, on pourrait parler d'Oran, on pourrait parler évidemment, mais le 26 mars, c'est Alger, la capitale. Donc, je me concentre sur la ville d'Alger. Quelle est la situation? Les accords d'Évian représentent, sur le plan tactique et même stratégique, représentent une défaite pour l'OS, parce que l'OS a toujours pensé que son action, violente, multiforme, mais enfin, y compris violente... L'OAS qui existait depuis... Alors, depuis février 61. 61, c'est-à-dire... Créé à Madrid par Suzini, Lagaillarde. Oui. C'est-à-dire avant le putsch des généraux d'avril 61. Et à l'époque où nous parlons, l'OS est encore dirigé à Alger par le général Salan. Donc, que se passe-t-il pour l'OS? Il y a quand même le constat que c'est un échec, puisque ces accords ont eu lieu alors qu'elle pensait être en mesure, par son activité tant en Algérie qu'en métropole, de l'empêcher. Cette signature a eu lieu, ce qui crée une situation tout à fait nouvelle, dans ce sens que l'OAS désormais se trouve dans une position beaucoup plus délicate, parce que non seulement elle a contre elle le gouvernement français, qui jusque-là était l'ennemi. On pourrait entrer dans le détail, et ce n'est pas toujours très joli. Jusque-là, l'autorité française combattait le FLN, mais puisqu'il y a eu les accords d'Évian, il y a une alliance de fait. Alliance est un mot trop fort, disons, il y a une espèce de... compromission. Je ne dirais pas non plus concertation, mais enfin, il y a
un ennemi commun qui devient devient l'OS. L'OS est l'ennemi commun et de l'autorité française et du FLN. On va dire le pouvoir gaulliste, si vous voulez, pour simplifier, et du FLN. Ça crée une situation complètement nouvelle, si bien que le souci de l'organisation clandestine de l'armée française, de l'armée secrète, c'est de faire face en augmentant sa capacité d'action, j'allais dire d'action, oui, de nuire au pouvoir gaulliste, et de multiplier aussi les actions spectaculaires, les attentats, etc. Ceci est d'autant plus difficile que, malgré tout, l'armée secrète est affaiblie. Car il y a une répression constante qui est exercée par la police. C'est surtout la gendarmerie, la gendarmerie, les gardes mobiles. Il y a aussi ce qu'on a appelé la force C, qui était une force de police spécialement consacrée à la lutte contre l'OS. Or, il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des gens qui sont emprisonnés, il y a on appelle ça des réseaux qui sont démantelés. Bref, l'OS a été affaibli. Donc sa capacité d'action n'est plus ce qu'elle était 3 mois avant. Donc il lui faut multiplier les actions spectaculaires avec moins de militants et peut-être un peu moins de moyens. Mais le moral à cette époque-là, pour les gens de l'OS, est encore élevé. Dans la population, on soutient, la population pied-noire en particulier, Alger, à Oran aussi, mais à Alger, on soutient l'OS, on espère encore qu'elle va vaincre et que l'Algérie française demeurera bon. C'est alors qu'il se produit 2 choses extrêmement curieuses. Le 22 mars, une attaque a lieu contre les gendarmes. Un commando OS attaque des gendarmes qui se trouvent garés au tunnel des facultés. Je dis garés, je veux dire arrêtés, enfin avec des véhicules. Leurs véhicules sont abrités dans le tunnel des facultés, justement. Et alors, le commando OS les attaque, il y a une fusillade qui fait beaucoup de bruit, etc. Et alors, ce qui est curieux, c'est que dans la presse de l'époque, on n'a pas parlé de ça. Ou très peu. Alors que Courrières, Yves Courrières, qui est l'auteur dans les années 70 de la première grande synthèse sur la guerre d'Algérie. Qui a fait 4 volumes sur la guerre d'Algérie. On parle en disant qu'il y avait eu 18 morts par les gendarmes et que ça aurait été ça aurait été une action non seulement d'éclat de l'OS, mais entraînant des pertes. Or, alors il se peut qu'il y ait eu une censure qui se soit exercée au nombre des victimes, mais enfin, ça a été très souvent contesté qu'il y ait eu un tel nombre de morts, qu'il y ait eu même des morts par les gendarmes, ça a été contesté. Ce qui est sûr, c'est qu'au procès du général Salan, le général qui commandait la gendarmerie a témoigné, et il n'a pas parlé de 18 gendarmes tués. Alors que si ça avait été le cas... C'était l'occasion. Ouais. Bon, donc à mon avis, il y a eu une fusillade, mais qui n'a pas été aussi mortelle qu'on a pu le dire, le journaliste cité. Néanmoins, il est possible que ceci ait eu une grande influence dans le milieu dirigeant de l'armée, et si bien que des directives très strictes avaient été données pour le maintien de l'ordre, qui devait, en toute hypothèse, être considéré comme... la situation devait, selon les communiqués du général, le géné super, celui qui commandait toutes les forces armées en Algérie, général Aïré, d'après lui, la situation à Alger était une situation insurrectionnelle, et donc il fallait la traiter comme telle. Là-dessus se passe un incident très grave à Bab el-Oued. J'ajoute très grave parce qu'il y a eu mort d'homme. Certains m'ont reproché parfois de dire, vous parlez des incidents de Bab el-Oued comme s'ils étaient sans importance. Non, un incident, c'est quelque chose qui se produit, qui se passe. Mais ça peut être très grave, je le précise. Ce fut le cas là parce que
l'OAS avait l'ambition de prendre en main des portions complètes de la ville d'Alger. Mais de manière sans effusion de sang, il était question de fraterniser avec les patrouilles de l'armée française, mais néanmoins de les éliminer du maintien de l'ordre. Mais de manière pacifique, non violente. Il fallait fraterniser. Alors que s'est-il passé à Bab el-Oued? C'est pas très clair. Certains ont dit que un des soldats du contingent qui avait été en contact avec l'OAS avait armé Samat 49. D'autres ont dit qu'il avait tiré sur le commando de l'OAS qui avait riposté. Bon, bref, personne ne saura jamais ce qui s'est passé réellement. Selon les camps auxquels les gens appartenaient, ils vont dire que c'est la faute de l'OAS, les autres diront que c'est la faute des militaires du contingent. En tout cas, il y a eu 7 morts. 7 morts du contingent, et donc ça a créé une situation qui a enflammé la colère dans le milieu des responsables militaires autour d'Aïré, et la décision a été prise d'encercler Bab el-Oued et d'y instaurer un couvre-feu très strict. Les gens ne pouvaient plus sortir, il y avait 1 heure par jour pour faire des courses, beaucoup de perquisitions, intervention même de l'aviation qui avait tiré sur les terrasses, parce que, paraît-il, sur les terrasses, il y avait, paraît-il, des commandos. Des tireurs, oui. Voilà. Donc, ceci, c'est une situation quand même très tendue. Peu ordinaire, extrêmement tendue, et surtout, il y a peu d'exemples identiques dans la vie politique française, sauf à remonter peut-être très loin dans l'histoire. Ce qui se passe alors, c'est une nouvelle tragédie qui va se greffer sur celle de Bab el-Oued. En effet, des gens, il y a un appel à manifester pour aider les gens de Bab el-Oued dans le centre d'Alger. On a dit que c'était l'OAS qui avait appelé à manifester. C'est beaucoup plus, il faut être beaucoup plus nuancé que ça, parce que d'une part, le général Salan a expliqué ensuite qu'il n'avait pas été informé de ça. Il était dans la clandestinité, mais il était dans la clandestinité sur Alger, et il n'était pas informé de cette manifestation, que d'ailleurs il condamnait, parce qu'elle lui paraissait très, très irresponsable, non pertinente dans le contexte. Je me suis entretenu moi-même, à titre d'historien, j'ai rencontré le docteur Pérez, qui lui était contre cette manifestation. Oui. Et c'était pas rien, le docteur Pérez, c'est lui qui ça sera l'un des responsables ultérieurement des commandos Delta. Il est déjà à cette époque-là. C'est lui le chef des commandos. Et également, Susini, Jean-Jacques Susini, non seulement il était contre cette manifestation qui était aberrante et très dangereuse dans le contexte, mais de plus, Susini m'a expliqué qu'il a pris des décisions immédiates pour sanctionner en quelque sorte, renvoyer, je pense en métropole, peut-être en Espagne, je ne sais plus maintenant le détail, le responsable de l'OAS qui avait appelé à cette manifestation et qui était le colonel Vaudrey. Donc le colonel Vaudrey avait appelé à manifester parce qu'il était responsable d'Alger Centre. Donc il avait appelé à manifester dans Alger Centre, mais sans l'aval, semble-t-il, de ceux qui étaient au-dessus de lui. Si bien que c'est dans un contexte extrêmement tendu, extrêmement dangereux que cette manifestation, d'autant plus que la manifestation n'avait pas seulement pour but de déployer des banderoles et de dire nous soutenons nos frères, nos compatriotes. De Bab el-Oued. Il était question de leur apporter de la nourriture, des médicaments, des vivres, etc. Ce qui impliquait quand même
de parcourir le Bab el-Oued est tout à fait, que je ne dise pas de bêtises, à l'ouest d'Alger. Donc il fallait quand même parcourir 2 ou 3 kilomètres à pied, alors qu'il y avait des gendarmes, des chars, etc., massés un peu plus loin, au square Bresson. Donc de toute façon, ils n'auraient pas pu passer, à mon avis, les manifestants. Mais les gendarmes, le service d'ordre habituel, les CRS, les gendarmes, etc., ne sont pas rue d'Isly, ne sont pas dans le centre d'Alger au moment de la manifestation. Dans le centre d'Alger, il y a une unité qui n'est pas du tout une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre. Dans le maintien de l'ordre, et pas du tout une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre en ville, et encore moins dans une ville comme Alger, qui à l'époque, le centre-ville, est une zone européenne. Donc la question qui se pose... Et cette unité, c'est le fameux 4e RT. 4e RT. Autrefois, c'est une unité très prestigieuse, qui a toute une histoire, qui a participé à la guerre mondiale en Italie, en Provence. Alors à l'époque, on appelait le 4e RTA, 4e régiment de tirailleurs algériens. À l'époque qui nous occupe, en 1962, on ne dit plus algérien, c'est le 4e RT. Cette appellation était devenue obsolète. Donc, voilà où nous en sommes. Il y a dans le centre d'Alger, pour faire face aux manifestants, une unité qui n'est pas du tout apte et habituée à ce genre de tâches. Alors, c'est une question... Vous avez tout à l'heure eu la gentillesse de montrer mon livre. Là, c'est une question qui est au centre de mon livre. Je dois dire que le travail que j'ai fait, peu d'historiens, c'est malheureux, mais peu d'historiens se sont intéressés à cette journée, qui n'est pourtant pas une petite journée dans l'histoire de France, ne serait-ce que par le nombre des victimes. Officiellement, il y a eu 60 morts. 60 morts. Plus le double de blessés. Hein. Et officieusement Et officieusement, ce serait peut-être bien 80. Parce qu'il faut tenir compte du fait qu'un certain nombre de personnes qui étaient gravement blessées sont décédées ensuite. Et n'ont pas forcément été comptabilisées. Voilà. Donc, je crois me souvenir, c'est à vérifier, mais je crois me souvenir que cette manifestation avait lieu un lundi. En tout début de semaine, donc. Il faut dire que on a affaire à un commandement militaire qui ne peut en aucun cas dire qu'il a été pris par surprise, puisqu'il avait déjà l'affaire de Bab el-Oued sur les bras. Qui remontait au 22, donc 4 jours auparavant. Au 23. 23, pardon. 22, c'était la mitraille sous le... Oui, près des facultés, le tunnel des facultés. Donc c'est une situation qui est très tendue. Le commandement militaire sait très bien qu'il a lutté contre l'OAS, etc. Il considère que cette manifestation a un caractère insurrectionnel, ce qu'en fait elle n'aura pas. Les gens parce qu'en fait, c'était une manifestation à caractère humanitaire pour soutenir les enfermés de Bab el-Oued et leur apporter des secours. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas sûr que les secours auraient pu être acheminés. Bien sûr. Mais enfin... Mais l'intention n'était pas insurrectionnelle, puis les manifestants n'étaient pas armés. Alors, il n'y avait pas de manifestants armés. Mais alors nous allons voir qu'après s'est greffé là-dessus une histoire... Mais je reviens rapidement au 4e RT. Pourquoi y avait-il là une compagnie, ou deux peut-être, je ne sais plus exactement combien il y avait de gens du 4e RT. Pourquoi était-il là? Alors que c'est un régiment qui était basé dans le sud algérois, à Berwaghia, beaucoup plus loin. Alors, il faut comprendre qu'il y a
dans les opérations, la guerre d'Algérie, on nous a assez dit que la guerre c'était une guerre, hein, donc le conflit algérien était une guerre. Bon, alors, dans une guerre, vous avez des régiments de ce qu'on appelle de réserve générale, auxquels on fait appel lorsque on n'a pas... Donc, il n'était pas illogique de faire appel à un régiment du sud algérois en cas de nécessité pour le maintien de l'ordre. Mais ces tirailleurs étaient des gens qui étaient habitués à combattre le FLN, à combattre contre des maquisards. Donc, qui étaient habitués à mener une guerre de contre-guérilla. Et donc, ils avaient cette habitude, lorsqu'ils partaient au combat, ils avaient cette habitude de partir avec leurs armes approvisionnées. Ce n'est pas du tout comme des CRS ou des gendarmes dans une manifestation. Bon, ils avaient leurs armes approvisionnées, donc prêtes à tirer. Et puis en plus, ils avaient des fusils mitrailleurs, c'est ce qui a fait énormément de morts. Donc c'est un régiment, on va dire, une unité militaire qui est lourdement armée, et qui est armée et prête pour le combat. Alors tout ça est très curieux, parce que précisément, s'il pouvait arriver que les soldats de ce régiment soient utilisés ponctuellement pour des maintiens de l'ordre, ça se faisait plutôt dans les zones périphériques et de manière, comme je viens de le dire, ponctuelle. Là, nous avons ce régiment qui est en plein cœur d'Alger, avec chargeurs engagés, armes approvisionnées. Donc ils se disposent, comme pour un combat, les combats dont ils avaient l'habitude, contre la guérilla, contre les maquis. Alors, il y a toute une histoire derrière la présence de ce régiment. Le chef de corps était le général, à l'époque il n'était que colonel, mais enfin le général Goubard, que j'ai bien connu, avec qui nous avons beaucoup échangé, directement, mais aussi par correspondance. J'en profite pour rendre hommage à Madame de Seigne, Francine de Seigne. Oui. Francine de Seigne, qui a écrit un très gros livre sur le 26 mars, qui s'appelle « Un crime sans assassin ». Et alors, elle connaissait très bien le général Goubard, elle l'a rencontré très souvent. Le chef de corps, au début, lui, il n'était pas sur Alger, hein, il était à Berrouaga. Mais il a appris ensuite que son régiment avait été mêlé à une fusillade qui avait fait 60 morts européens. Il a été secoué. Bon, on lui a demandé de faire un compte rendu, un rapport, comme il est naturel en pareil cas. Et il avait donc, c'est lui qui est un peu à l'origine de cette thèse selon laquelle on avait tiré sur les tirailleurs, lesquels avaient riposté. Alors, le général Goubard avait même fait un rapport un peu détaillé. Je donne la référence ici, on peut le retrouver dans un numéro d'Historia Magazine, je crois que c'est le 361. Mais on le trouve aussi qui avait fait une série de fascicules sur la guerre d'Algérie au début des années 70. C'était Courrière d'ailleurs qui dirigeait l'opération. C'est ça, c'était lui le maître d'œuvre. Et Courrière a repris tout ça dans ses livres. Il faut savoir que dès le lendemain de la fusillade, il y a eu un communiqué officiel. Selon ce communiqué, il y aurait eu pas moins d'une dizaine d'emplacements sur des hauts d'immeubles, sur des terrasses. Des terrasses d'immeubles, oui. D'où des tireurs embusqués auraient pu tirer auraient fait usage de leurs armes. Contre les tirailleurs. Et alors, attendez, c'est que là, c'est très intéressant parce que tous les témoignages des militaires ont ensuite été recueillis dans le rapport Garat
c'est qu'un rapport d'un officier de gendarmerie. Et puis, il faut en parler aussi, il y a eu, au moment du procès de Bastien-Thierry, qui se situe en 63, 1963, je crois, 64 même peut-être. Enfin, la date précise m'échappe maintenant, mais au procès de Bastien-Thierry... En mars 63, je crois. Quelque chose comme ça. L'avocat, Tixier-Vignancourt, dans le but parce qu'il s'agissait de sauver la tête de son client, dans le but donc de sauver sa tête, signale au tribunal cette histoire de la fusillade du 26 mars en montrant à quel point ça avait pu ébranler des gens qui, à côté de ça, n'étaient pas des monstres avides de sang, mais qui réellement étaient bouleversés de voir qu'on tirait sur une foule française. Donc il a demandé, et le tribunal l'a suivi, il a demandé qu'on fasse venir les officiers qui étaient concernés. Alors on a vu un défilé de lieutenants, de capitaines, de commandants qui sont venus témoigner qui étaient sur place, et qui commandaient même pour l'un l'état-major tactique, et qui ont donc témoigné. De sorte que le compte-rendu du procès de Bastien-Thierry contient de nombreuses pages qui sont consacrées à l'événement du 26 mars. Pour les historiens, c'est une mine d'or. Et alors, ceci a contribué également à fortifier la thèse de gens sur les terrasses d'immeubles. Sur les toits ou les balcons d'immeubles qui auraient tiré. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tous les officiers dont on a recueilli le témoignage, y compris dans le rapport de gendarmerie Garat, j'expliquerai tout à l'heure, tous disent il y a eu des tirs qui venaient du haut des immeubles, mais ils n'ont pas... Alors, l'objection, c'était, mais il n'y a pas eu de tirailleurs tués. Comment se fait-il ? Selon l'autorité, il y avait 10 emplacements. Ah oui, non, il n'y a pas eu de tirailleurs tués, parce qu'en fait, les gens qui tiraient, du haut des terrasses, tiraient en fait dans la foule. Alors, les tirs venus des immeubles visaient non pas les tirailleurs, mais la foule. Alors c'est extrêmement curieux. D'autant que les tirailleurs auraient quand même pris peur et se seraient mis à tirer sur les terrasses et aussi en même temps ou après dans la foule. Donc les témoignages sur ce plan sont extrêmement confus. Il y a une confusion complète là, concernant la situation. Alors, moi j'ai étudié de près ces choses-là dans mon livre. L'affaire des tirs qui seraient venus se concentre sur 2 adresses. L'une, c'est le 64 rue d'Isly, l'immeuble du 64 rue d'Isly. L'autre, c'est un immeuble de la rue Leluche. Alors, il faut savoir que la rue d'Isly est comme ça. La rue Leluche est parallèle à la rue d'Isly, mais la rue Leluche est très... en contrebas. En contrebas par rapport à cette parallèle de la rue d'Isly. De sorte qu'il y a une seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est que ceux qui auraient tiré depuis la rue Leluche sur des gens qui étaient rue d'Isly ne pouvaient qu'être à la haute, au sommet des immeubles, soit au dernier étage, soit sur la terrasse d'un immeuble, d'un haut immeuble, car il fallait être... Alors tout ça, c'est un peu confus, on ne peut pas donner une analyse fine, il faut lire le livre. Toujours est-il qu'il est tout à fait contestable qu'il y a eu un fusil mitrailleur au 64. D'ailleurs, certains disent c'était le 64, d'autres disent c'était le 62, d'autres disent... Parce qu'ils se situent, non pas, les tirailleurs dont on a recueilli le témoignage, se situent d'après, non pas l'immeuble d'en face, mais leur position à eux. Et eux, ils étaient de l'autre côté, au 55, ils disent. Alors du 55, il y en a qui ont dit oui, c'était
le 62, d'autres le 64. Il y en a qui ont dit que c'était au 2e étage, d'autres au 4e, d'autres c'était sur la terrasse. Et on sait par des témoignages que sur les terrasses, il y avait aussi des militaires français, et bien armés. Donc tout ça n'emporte pas la conviction, d'autant plus quand on vous dit que, en fait, ceux qui étaient embusqués tiraient non pas sur les tirailleurs, mais dans la foule. Et en définitive, cette histoire d'une... Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'il y a des tireurs embusqués sur les toits? Ça voulait dire, dans le contexte de l'époque, c'est des types de l'OS qui étaient là et qui ont tiré sur le service d'ordre. Alors, ils ont tiré sur le service d'ordre? Non. En fait, si on s'en tient au rapport des officiers, ils ont tiré non pas sur le 4e RT, mais sur la foule. Dans la foule des manifestants. Alors, soit c'est une invention pure et simple, parce qu'on a voulu camoufler la responsabilité de ce massacre, soit il y a eu réellement une provocation par des éléments. Mais alors, pour tirer sur la foule pieds noirs, oui, ça fait... il fallait pas que ça soit des pieds noirs tout de même, parce que ça voulait dire qu'ils allaient tuer leurs propres, on imagine mal compatriotes. Des militants de l'OAS tirant dans la foule des manifestants. Alors, il y a une autre énigme qui vaut la peine qu'on l'évoque, c'est que le général Goubard, donc le chef de corps du 4e RT, s'était plaint au général Ayré, qui était ce géné super, qu'il y avait un délai beaucoup trop court. Il disposait d'un délai beaucoup trop court pour déplacer ces tirailleurs quand la nécessité s'en faisait sentir. Et il se trouve que le général Ayré, peu de temps avant, était venu faire une inspection du 4e RT à Berwaguiat, et quand le colonel Goubard lui dit ça, qu'il voudrait un délai plus long, c'est une simple affaire de logistique, il lui dit d'accord Goubard, comptez sur moi, je vais faire le nécessaire pour que vous ayez un délai plus long. Et alors le général Goubard, qui m'a raconté ça en long en large, dit oui, mais mon général, d'accord, mais ce que je voudrais aussi, c'est qu'on n'utilise absolument pas cette troupe en ville, dans le maintien de l'ordre en ville, car il n'est pas préparé pour ça. Et je vais le dire maintenant avec les précautions d'usage, cette troupe est une troupe autochtone. C'est-à-dire que bon, l'encadrement est européen, pas tous les sous-officiers, mais certains. Les officiers sont européens. Et sur place, le 26 mars, il y a des officiers, des lieutenants notamment, qui sont européens au milieu, des tirailleurs qui, eux, sont des autochtones. Alors, à l'époque, je crois, vous avez peut-être connu ça, on appelait les autochtones algériens des FSNA, Français de souche nord-africaine, qui se distinguaient, c'était un terme purement administratif, pour les distinguer des FSE, Français de souche européenne. Donc, les unités du 4e RT qui étaient dans le centre d'Alger étaient uniquement composées d'autochtones, c'est-à-dire de Français de souche nord-africaine. Alors, qui étaient... dont certains, selon le général Goubard, certains étaient des gens frustes, pour certains quasiment illettrés, certains ne parlant même pas français, qui avaient été recrutés dans le cadre population rustique, qui avaient été recrutés dans le cadre de la lutte contre le FN, qui étaient très motivés. Certains, beaucoup même semblent avoir été d'anciens messalistes, mais qui n'étaient pas du tout à se retrouver face à face avec des manifestants européens dans une grande ville européenne. Donc, comment expliquer ça? D'autant que Francine Dessaigne, c'est son mérite, s'est entretenue avec le général qui avait rédigé la note d'Ayré, et également avec celui qui avait pour tâche de la faire parvenir comment ça s'appelle, le CCA, commandement du corps d'armée, enfin, c'était le général Demindite. Donc, on s'est rendu compte,
après, et ceci ça a beaucoup étonné le général Goubard, que cette directive d'Aéré, rédigée par le général Vuillermet, maintenant ça me revient, le général Hublot étant le chef d'état-major du général Aéré, ne comprenait pas comment il se faisait que cette directive d'Aéré, que l'un d'eux avait rédigé, le général Vuillermet, avait disparu des archives. Il n'y a plus que le bordereau, numéro 905, et cette directive interdisant d'utiliser les tirailleurs algériens en centre-ville a disparu. Elle n'est plus dans les archives, il n'y a plus que le bordereau. Donc il y a là un mystère extrêmement curieux, parce qu'on peut penser que soit la note n'a pas été transmise, la note d'Aéré n'a pas été transmise, soit elle s'est égarée, soit quelqu'un l'a fait disparaître. Tout ça est extrêmement louche. Oui, il a fallu couvrir un peu les autorités après une bavure de cette envergure-là, quoi. Enfin, si bavure il y a, parce que on sait aussi, alors Francine de Seigne avait bien enquêté, on sait aussi qu'un colonel, dont j'ai oublié le nom maintenant, était sur place et avait inspecté le dispositif des tirailleurs. Alors c'est quand même curieux qu'ils ne se soient pas aperçus que ces gens-là n'auraient pas dû être là, quoi. Et le résultat, y a-t-il eu un tireur isolé? Je ne le crois pas, mais ce n'est pas absolument impossible dans le cadre d'une barbouzerie quelconque. Y a-t-il eu un bruit qui a été mal interprété? Parce que certains ont dit qu'il y avait aussi un hélicoptère qui tournoyait. Alors, vous savez, le bruit des pales d'un hélicoptère, parfois, ça peut recevoir. Alors, et donc ça aurait semé la panique dans les unités du 4e RT qui auraient ouvert le feu. Oui, alors bon, et c'est ainsi ce n'est qu'une hypothèse. Se serait produit le massacre. Ce n'est qu'une hypothèse. Et il y a aussi le fait que, vous savez, dans une ville qui est au bord de la mer et avec des immeubles très hauts quand même, parfois il est très difficile. Et puis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tirailler dans les rues. Non, je n'ai pas eu l'occasion. Mais quand ça se produit, c'est extrêmement difficile de situer d'où d'évaluer d'où est parti le coup de feu, oui, bien sûr. Or, on avait donné, il y a une directive non écrite qui avait été donnée aux tirailleurs et à leur chef. Si on vous tire depuis vous ripostez immédiatement. Oui. C'est-à-dire sans sommation. Et c'est pour ça que climat insurrectionnel, de sorte que tout est possible. Mais donc l'affaire reste encore une fois mystérieuse. Mais ce que l'on sait de façon sûre, c'est que la directive d'Aéré interdisant d'utiliser les tirailleurs dans le maintien de l'ordre n'est plus dans les archives. Elle a disparu. Alors c'est extrêmement curieux. Elle a disparu bien opportunément. Mais et alors cet événement dramatique, quelles vont être ses conséquences? Énormes, parce que le moral de la population algéroise, mais enfin de la population pro-Algérie française d'une manière générale, va être gravement atteint. Oui, bien sûr. Parce que l'idée de l'OS jusque-là, que l'on a fait miroiter à la population, c'est que l'armée française allait se rallier, allait basculer contre les décisions de Gaulle, pouvoir, et contre la politique gaulliste. Or là, il était évident que déjà, on avait vu en avril 61 que l'armée française, c'est une toute petite minorité qui s'était engagée là. Exactement. Et puis alors, donc, si vous voulez, ça a une conséquence immédiate, c'est que dans l'esprit de beaucoup des habitants d'Alger, beaucoup d'Algérois, le nombre des gens indécis augmente. Le nombre de ceux qui pensent à s'en aller... À partir, bien sûr, avant qu'il soit trop tard.
Mais on ne peut pas dire néanmoins que le 26 mars déclenche l'exode. Non, c'est un peu après, oui. C'est un peu après quand le général Salan sera arrêté. Trois bonnes semaines après. Ça, le général Jouot est arrêté, le général Salan est arrêté. Alors là, la population... Il y a un sentiment que c'est fichu, quoi. Commence à aller perdu, vers les ports et les aéroports. Bien sûr. Mais le 26 mars a joué son rôle, bien sûr. Merci beaucoup, Jean Monneret, pour tous ces éclairages précieux concernant cet épisode particulièrement dramatique qui est resté, bien sûr, dans la mémoire des Français d'Algérie, malheureusement davantage oublié par ailleurs dans la mémoire nationale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Une ténébreuse affaire, la fusillade du 26 mars 62 à Alger » de Jean Monneret aux éditions de l'Harmattan. J'espère avoir contribué à dissiper un peu les ténèbres. Bon, eh bien écoutez, je crois que oui, vous avez entamé le processus en tout cas. Merci beaucoup.